découvre des choses fabuleuses, et notamment le fait que la permaculture est basée sur 3 principes éthiques. Et c'est en cela que je me suis dit, mais wow, je ne connais pas une entreprise qui se base sur 3 principes éthiques pour son développement, mais comme un modèle qui plus est, parce qu'il n'y a pas de modèle. Et donc, c'est en cela que j'ai abouti au modèle déposé que j'ai appelé la perma-entreprise, et que cette perma-entreprise dit, voilà, avant toute chose, avant que vous fassiez du business, avant que vous créiez une raison d'être, avant que vous vous donniez des objectifs à court, à moyen terme, etc., mettez les 3 principes éthiques sur la table. C'est comme une maison, on creuse, on met du béton armé, et après on va mettre les piliers de la maison. Ces 3 principes éthiques, c'est de prendre soin des êtres humains, c'est de préserver la planète, et c'est de se fixer des limites et redistribuer les surplus et donc la richesse créée. Et se fixer des limites, il est assez déterminant. Et tout ça, ça doit être indissociable. On ne peut pas agir que d'un côté. Il faut absolument indissociable parce que de toute façon, c'est interdépendant. Deuxième étape, je me suis dit, tiens, je veux, comment ils font la permaculture et donc, en permaculture, ça s'appelle 12 principes de conception que j'ai réécrits dans la perma-entreprise. Donc, effectivement, il y a 12 principes de design. Merci, Guillaume. Design pour designer l'entreprise sur la base de ces 3 principes éthiques. Et bon, pour éviter aux lecteurs qui préfèrent les bandes dessinées, alors j'ai mis des dessins, mais qui lisent moins, ce que j'ai fait, c'est surtout que j'ai proposé ensuite, après avoir élaboré le concept, une méthodologie pour mettre en place la perma-entreprise, de A à Z, et de manière extrêmement détaillée. C'est comme dans l'informatique, c'est de l'open source. Emparez-vous de cela. Et agissez dans votre entreprise. Et donc, ces principes de design, je les ai résumés en questions à se poser. Questions à se poser dans son entreprise et afin de voir ce qui était le plus important à faire, les priorités à donner. Un autre aspect de la perma-entreprise, c'est de se dire qu'il y a des choses qu'il faut s'imposer aujourd'hui parce qu'il est un peu tard. Et donc, effectivement, dans le modèle, je propose 23 objectifs d'impact incontournables. Évidemment, il y en a un, c'est la contribution nette et positive en carbone, donc ce qu'on a évoqué tout à l'heure, de réduire les émissions de carbone, de les compenser, etc. Mais il y a des objectifs qui touchent bien sûr tous les aspects sociaux dans l'entreprise, et notamment l'égalité homme-femme, pour rebondir sur des propos c'est Fauta, je crois, je ne sais plus. Mais je vais plus loin, c'est de tout faire pour arrêter de travailler avec des boîtes qui jouent avec les paradis fiscaux. Ça, c'est la gangrène du monde. Voilà, donc ces 23 objectifs d'impact doivent être travaillés dans l'entreprise, ils sont incontournables. Et la dernière clé de la perma-entreprise, c'est de dire qu'il faut arrêter de réfléchir par partie prenante. C'est la RSE. Tous les référentiels RSE, ils ont un simile, Bicorp qui est à la mode en France, c'est qu'est-ce que vous faites par partie prenante. C'est très cloisonné. Et puis on vous donne une note. Ah, tu as 30 sur 100 d'environnement. Ah, tu as 70 sur 100 salariés, tu es certifié. Mais non, ça, c'est obsolète. C'est ça qui fait qu'on n'agit pas de manière globale. Et le fait de cloisonner limite l'amplitude de nos projets. Et donc, moi, j'ai repris un mot qui s'appelle l'agencement dans la permaculture, et de dire finalement, quand à un moment donné, je me dis, tiens, pour appliquer ce principe éthique, je me donne cet enjeu-là, exemple, l'employabilité des collaborateurs, je vais mener des projets et je vais agencer les parties prenantes, c'est-à-dire faire en sorte que entre les collaborateurs, l'entreprise, les organismes de formation, etc., on aille plus loin, on soit plus ambitieux et plus efficace dans la mise en œuvre du projet. Voilà quelques clés de la perma-entreprise. Et tout ça, ça aboutit à avoir son référentiel d'indicateurs qu'on va mesurer dans l'entreprise. On n'a pas besoin des autres pour faire ça. Et au bout du compte, l'entreprise devient encore plus performante. Pourquoi? Parce que déjà, je crois que dans de nombreux pays, il y a des pénuries de compétences sur tout un tas de domaines. Et que l'entreprise, si elle est perma, elle va être hyper attractive. Il faut se rappeler ces fameux jeunes sur le réveil écologique, mais l'année dernière, il y a eu un nouveau travail de fait, un nouveau baromètre sur les jeunes en France, sur des milliers de jeunes, et c'était simple. Hein. Premier point, nous voulons pouvoir être autonomes, prendre des initiatives sans avoir la chape de plomb managériale dans l'entreprise. Deuxième chose, nous voulons des actes d'engagement sur le plan social et surtout environnemental pour eux. Donc, si vous avez un projet de perma-entreprise,
vous êtes attractif. Et là encore, je reviens à Norcis, on est dans le monde de l'informatique, sans doute la plus grosse pénurie depuis 10 ans. Le Norcis, 600 personnes, c'est pas, voilà, il y a des boîtes qui font des milliers, des dizaines de milliers de salariés, donc on a une sacrée concurrence. Eh bien oui, je peux vous assurer qu'on est attractif. Et ça, c'est pas négligeable parce que c'est avoir les meilleurs profils et c'est évidemment développer son entreprise. Vous allez fidéliser. Dans l'informatique en France, 20-25% de turnover. Nous sommes à moins de 10%. Ça vaut de l'argent et ça vaut beaucoup d'argent. On commence à avoir des clients qui nous disent oui, on vous prend pour votre modèle. Parce qu'il y a une remise en cause qui apparaît peu à peu. Et encore une fois, les entreprises ne savent pas comment s'y prendre, si ce n'est par petites touches. Et ça, ce n'est pas satisfaisant. Donc, la perma entreprise, c'est vraiment un modèle qui permet de rendre l'entreprise plus performante, tout en, bien évidemment, se préoccupant des hommes, de la planète et en se fixant des limites. Bien, merci pour la concision d'un modèle qui prend 174 pages. Alors, j'ai pas d'action dans le livre, mais je recommande à tous de l'acheter, de se le prêter, de le faire circuler parce que d'abord c'est très clair, c'est très bien illustré et tous les concepts sont très accessibles, quel que soit le type d'entreprise que vous dirigiez. Les concepts sont accessibles. Ensuite, les appliquer dans votre entreprise, là, je dirais que c'est l'affaire de chacun. Mais au moins, vous ne pourrez pas dire, je ne savais pas, je n'étais pas informé. En tout cas, merci beaucoup Sylvain pour cette concision parce que ça nous permet à 9h24 d'être tout à fait dans les temps. Donc ça, c'est très très bien. On a fait un tour assez rapide malheureusement, mais assez large de l'environnement. Guillaume, oui, voilà. excuse-moi. Je suppose que si tu m'as fait venir, c'est parce que tu voulais avoir mon avis. Et justement, par rapport à ces concepts, moi, je reste toujours sur la problématique de l'opérationnalisation. Les concepts, que ce soit celui de la permanence entreprise, de la performance globale, de la RSE, de la RSO, ils souffrent tous du même problème, c'est l'opérationnalisation. Et moi, ce que je constate, on a créé au Bénin en 2020 une plateforme qui s'appelle le groupe de travail RSE Bénin, dont le but est uniquement celui-là. C'est de discuter avec des entreprises qui participent au réseau sur comment est-ce qu'on va opérationnaliser la RSE. Parce que c'est difficile en fait. C'est difficile de créer quelque chose, des actions, des activités sur le long terme qui vont vraiment avoir un impact social, déjà sur l'entreprise elle-même, et sur les communautés autour. Déjà, les entreprises ne sont pas entre elles sur ce qu'elles veulent créer, donc il y a une difficulté à passer de la théorie à la réalité. Et je rejoins Sylvain sur la notion d'urgence. Il y a quelqu'un qui posait une question entre mon métier et ce que je fais aujourd'hui, et elle vient de ça, elle vient de la notion d'urgence. Quand on est médecin, on est principalement dans l'après, en particulier quand on est pédiatre comme moi, et il n'empêche qu'on est sur un monde où les enfants n'auront plus un accès à l'environnement, où l'environnement lui-même sera source de maladies, d'où cette modification de carrière qui est la mienne. Et donc voilà, je reste sur la problématique de l'opérationnalisation. Je prends l'exemple de la permanence entreprise, bon, je le transpose dans mon contexte. Le Bénin, c'est environ 90% du secteur informel. Donc on a 90% de l'activité économique des entreprises de manière générale, globale, qui sont portés par un secteur informel. Et donc, moi, quand je réfléchis à la RSE, la RSO, je réfléchis à comment est-ce qu'on fait passer des notions de performance globale, de qualité, d'impact au sein d'une entreprise informelle. Parce que là, clairement, si on va se concentrer sur la RSE, la performance globale ou la permanence entreprise d'ailleurs, au Bénin, et qu'on ne va toucher que ces 5% d'entreprises, on va rester sur quelque chose qui est tout à fait minoritaire et qui n'aura pas d'impact sur les changements climatiques, sur la biodiversité, etc. Donc, comment est-ce qu'on fait pour opérationnaliser? Donc, je serais très intéressé de lire le livre de Sylvain, d'ailleurs, pour voir justement comment ça se si on doit le transposer dans un contexte où il y a 90% ou 95% d'entreprises informelles, comment on fait? Parce que ces entreprises ne vont pas se formaliser. Si on pousse ces entreprises à se formaliser très rapidement, ça aura un impact négatif sur elles. Elles ne sont pas encore prêtes pour la formalisation. Donc, il va falloir travailler avec des entreprises informelles et sur le suivi, la performance qualité dans une entreprise informelle. Et comment on fait ça? Moi, aujourd'hui, je ne le sais pas et ce sont les challenges auxquels je réfléchis.
Eh bien, je propose qu'une prochaine alternative soit consacrée effectivement aux applications pratiques. Guillaume, je prends la question parce que j'avoue que j'ai pas réfléchi, même si Norcis a une filiale au Maroc, pilotée par Tarek Zidi, que vous connaissez sans doute, puisqu'il il s'occupe du CJD au Maroc. Mais on applique la PERMA, mais effectivement, c'est dans un modèle formel. Donc, je vais réfléchir à la question, même si au départ, on peut la trouver dérangeante, mais encore une fois, il faut se mettre dans ces contextes-là et pas se dire que l'économie informelle doit être bannie. Ça, c'est pas si simple que ça. OK. Sylvain, puisque tu as la parole et qu'il est temps de conclure, est-ce que tu aurais et Fola donnera aussi le sien s'il veut, est-ce que tu aurais un conseil, une recommandation à donner aux entrepreneurs qui nous écoutent? Lucidité. Ne pas penser que c'est le problème des autres, que c'est un problème mondial, donc on est trop petit pour amener sa graine à l'édifice. Donc lucidité. Je dirais être authentique. Être authentique parce que de toute façon, le green, le washing en général, passera de moins en moins bien auprès des salariés, quel que soit leur âge, et on le voit bien, ça. Et puis, ne pas avoir peur de faire différemment des autres. Le monde est sclérosé par la pensée unique, par la normalisation. Voilà, dans le monde, les entreprises font toutes la même chose. Il faut grossir. Et quand le marché est trop étroit, on fait de la croissance externe. On agit tous de la même manière à cause de ces technologies, les téléphones. On se met à tous manger peu à peu de la même manière avec ces chaînes alimentaires qui veulent normaliser. Il faut oser la différence. Et on peut faire de la différence, qui plus est, non pas pour l'art de la faire, mais pour en faire une force de développement de l'entreprise. Merci. Voilà. Moi, je dirais simplement qu'il faut être frugal sur la consommation de théorie, parce qu'on vit une époque où on est harcelé de concepts qu'on a envie de mettre en place. Finalement, on passe plus de temps à réfléchir aux concepts et être vorace sur l'opérationnalisation de quelques concepts. Égalité, voracité. Messieurs, merci. Merci infiniment pour votre participation, pour tout ce que vous avez apporté dans ce débat. J'espère qu'on a contribué, que vous avez contribué à rendre les choses peut-être un petit peu plus claires pour tous les gens qui nous écoutaient. Donc, merci infiniment. Et Christian, je te rends la parole. Alors, merci Sylvain. Merci Sylvain. Pardon, Sylvain? Guillaume, 9h30, parfait. T'as vu ça? Ah ouais, trop fort. Alors, merci Sylvain, merci Fola. On a bien compris qu'à la fois, il faut agrémenter les concepts par des outils extrêmement techniques qui sont duplicables dans toutes les entreprises, mais aussi des outils duplicables ne doivent pas effectivement obérer le fait qu'il faut avoir une pensée derrière. Et pour m'adresser au JD, il faut savoir que dans le parcours VP, maintenant, il va y avoir un module planète et que dans les parcours JD, il y aura aussi, et notamment en Île-de-France, des modules pour vous permettre effectivement de faire le bilan de votre société. Et vous avez aussi dans chacune de vos régions des référents Pirate Planète. Alors, encore une fois, merci à nos deux intervenants. Merci à Guillaume. Cette intervention alternative Inspiration du matin est enregistrée et vous pourrez le retrouver sur la page LinkedIn du CJD International. Si vous souhaitez, ceux qui ne sont pas JD ou JD International, prendre des informations sur le mouvement, vous pouvez le faire auprès de Anne Berthaud ou bien évidemment toujours sur la page LinkedIn. Et la prochaine...